Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'IA change dans le journalisme et dans la manière de former les futurs journalistes. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies. Cause commune, 93.1 FM. Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur notre site internet cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris 93.1, le DAB+, pour nous écouter dans toute la France, et votre plateforme de podcast préférée. Merci Monsieur Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous donner autant de bons outils pour diffuser nos émissions. Alors aidez-nous à partager cette émission justement sur les réseaux sociaux, autour de vous. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez. C'est notre seule récompense et cela nous fait connaître car ça manipule les algorithmes. Et C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. pour le public, c'est parfois magique. L'IA aide à comprendre l'actualité, à remettre un sujet à son niveau de lecture, à naviguer dans un flot d'infos devenu ingérable. Pour les journalistes, c'est beaucoup plus ambivalent. Promesse d'efficacité d'un côté, menace sur la confiance, sur l'emploi, sur l'originalité des contenus de l'autre. Dans ce grand basculement, une question devient centrale. Comment continuer à faire un journalisme utile, rigoureux, créatif, dans un monde où une partie de l'info passe désormais par des modèles IA ? Et surtout, comment on forme la génération qui arrive, ces étudiantes et étudiants en école de journalisme, qui ont des pratiques qu'aucun des profs n'ont connues, en fait, tout simplement. Notre invité du jour vit cette transformation de l'intérieur. Il a 2 postes d'observation privilégiés. Il est journaliste économique. Lui sert à la fois à produire, peut-être plus vite, à illustrer autrement, à adapter les contenus à des publics très différents. Et il est aussi enseignant en école de journalisme. Il a créé une option IA qui apprend aux futurs journalistes à se servir de ces outils. Avec lui, on va essayer de comprendre comment l'IA vient impacter le journalisme, cette activité essentielle à notre démocratie. Bonjour Clément Rouget. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être avec nous en studio, dans le studio de Cause Commune. Alors parlez-moi d'IA, Clément, et débutons tout simplement sur la présentation de votre parcours. Est-ce que vous avez fait une école de journalisme, vous ? J'ai fait une école de journalisme, comme une partie de la profession. J'ai fait le centre de formation des journalistes. J'en suis sorti en 2018, donc dans un monde pré-IA, ou en tout cas pré-IA générative. Et l'IA générative est arrivée dans ma vie un peu avant la sortie de ChatGPT 3.5 en décembre 2022, avec les générations d'images. À l'époque, c'était DALL-E et Midjourney, les premières versions. Et tout de suite, je me suis dit qu'il y avait un potentiel pour illustrer l'économie et en finir avec les petits cochons et les chaises vides à Pôle emploi. Alors, avant même d'aborder, on va aborder toutes les questions d'IA et comment vous utilisez l'IA dans votre métier. Vous m'avez dit en préparant cette émission, moi j'ai un profil quand même de départ qui était un peu geek. Même en école de journalisme, finalement, ça prenait déjà quelle forme d'être geek, étudiant en journalisme, et comment ça vous a finalement facilité le passage vers l'IA ? Je pense qu'il y a ce côté, la curiosité envers la diffusion de l'information. Typiquement, j'ai été un des premiers étudiants en école de journalisme en 2017 à l'époque à faire des vidéos verticales. Ouais. À l'époque où ça n'existait pas encore, c'était pas sur nos réseaux, et aujourd'hui ça nous paraît d'une banalité absolue, mais le YouTube de 2017, c'est un format qui n'existait pas. Je me suis amusé à créer des chatbots dans des projets écoles, enfin voilà, c'est ce genre de choses qui m'animait aussi, qui m'amusait. J'avais fait toute une série sur le futur de l'information et sur les enceintes connectées, où je m'étais complètement planté. Je pensais que ça allait envahir tous les salons, et en fait pas du tout, ça ne servait juste à des minuteurs. Mais bon, on n'a pas raison à tous les coups sur le futur. Ou la météo. Et alors, donc vous aviez déjà un bon fond d'appétence au numérique, et vous n'aviez pas peur du numérique tout simplement. Mais comment vous avez finalement vu arriver cette vague de l'IA générative dans votre métier ? Vous étiez déjà en poste à l'époque. C'était quand et c'était quoi en fait la première fois que vous avez vu l'IA fonctionner et que vous avez dit « Oula, il y a un truc à faire là ».
C'est vraiment fin 2022. J'étais responsable éditorial numérique dans un média qui s'appelle Pour l'Écho, qui était un média de pédagogie économique pour les jeunes. Et comme je suivais pas mal les enjeux de veille média, de veille technologique et tout, je vois arriver ces premières images. Vous savez, maintenant on les connaît tous, mais du pape en doudoune, de Will Smith qui mange des spaghettis, des images immondes et tout. Bon, aujourd'hui, au tout début, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, je vois pas tellement le truc, je suis pas très bon de suite. Mais dès les premières améliorations, les premières versions, je me dis, ah tiens, je peux illustrer des papiers avec, en fait. D'accord. Et là, c'est le moment de bascule en me disant, oh, tiens, OpenAI.fr, ça peut être utile dans mon métier, parce que j'en avais marre de Shutterstock, de Pixabay, de tous ces outils-là, de tous ces sites-là qu'on utilisait pour illustrer les papiers. C'est-à-dire que vous alliez chercher des illustrations dans des stocks d'images. Oui. Et vous payez en fait l'image et le droit d'utiliser cette image. Exactement, pour ce qui n'était pas libre de droit en tout cas, oui, on payait. Et c'était pas forcément très proche de ce que vous cherchiez à illustrer, quoi. Exactement, c'était des images un peu bateau. Et puis en plus, comme tout le monde faisait pareil, on se retrouvait avec des fils Facebook ou Instagram où on voyait 15 fois la même image de cochon pour les trucs d'épargne. J'en avais un petit peu marre. Et donc du coup, vous testez quoi comme outil pour pallier à ça du coup ? Je teste les premières versions de DALL-E, qui était l'outil d'OpenAI de génération d'images, qui aujourd'hui est intégré dans ChatGPT, et Midjourney, les premières versions. Les rendus sont pas fous, il faut prompter très simplement, efficacement ce qu'on veut, mais on a commencé à illustrer des papiers dès novembre 2022, alors qu'à l'époque personne ne le fait encore, hein. Et ça marche assez vite. On est dans les premiers à faire ça. Il y a l'Opinion aussi qui a suivi un peu le truc et qui a testé. Ça posait aussi des questions juridiques, etc. Nous, comme on était une toute petite structure, on n'a pas eu trop... Il y a eu débat entre vous ? Il y a eu débat dans la rédaction sur l'usage. Puis on est dans une époque où le métaverse est en train de se casser la figure, les NFT sont à leur sommet, mais on sent qu'on ne comprend pas trop le buzz. Il y a cette idée chez certains journalistes que c'est un buzz de plus. Que l'IA, c'est vraiment le buzz de plus, ça va s'écrouler, c'est une marotte, t'embête pas avec ça, quoi. D'accord, donc finalement, c'est pas très important, ils vous laissent faire. Oui, tout à fait. On me laisse faire. Je vais voir mon N+2 à l'époque, avec qui j'avais pas encore trop discuté. Je lui dis, il se passe un truc, et lui, il bascule de suite. Il comprend, il sent l'enjeu, notamment sur le parascolaire. Comme on le voit, hein, et comme on l'a vu depuis, comment les étudiants et lycéens s'en sont emparés très très vite. Et à cette époque-là, il n'y avait pas quand même un petit souci de style dans l'illustration? C'était pas un peu toujours les mêmes illustrations malgré tout, le même style d'illustration? Un peu les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Si on était dans une utilisation générique, sans appliquer de style, on avait effectivement des choses basiques, génériques, mais déjà, on pouvait travailler et avoir des choses qui fonctionnaient en disant « je veux du dessin, du crayon à papier, etc. » C'est ça. Donc, vous êtes déjà dans la recherche finalement de singularité et d'originalité, même en illustrant les papiers avec des images générées. C'était le but. Et à cette époque, est-ce que vous mesurez déjà, vous l'avez dit dans les premiers échanges que vous avez avec la rédaction, avec le rédac-chef, est-ce que vous mesurez déjà finalement les menaces aussi? Vous voyez les opportunités, mais est-ce que vous mesurez déjà les menaces? Et comment vous les mesurez? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux et vous dites, oula, ça, il y a quand même pas que des bons côtés à cette histoire? Nous, pour l'écho.com, à l'époque, le site, son audience reposait pour environ moitié sur des petites définitions. Qu'est-ce que sont les externalités positives, etc., comme on était à destination d'un public scolaire. Et ce que j'ai fait directement, dans une logique de match, en fait, j'ai dit, voilà notre contenu, et voilà ce que me propose l'IA si je lui pose la question, comme je la poserais sur Google. Et immédiatement, ça saute aux yeux, dès la version 3.5, que ça serait proche. Mayday, il va y avoir un léger souci à terme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est OK. Il y a une menace existentielle sur, notamment au tout début, sur les petits contenus, les contenus SEO et tout ça. Par chance, c'était pas la pub qui nous faisait vivre, mais du coup, je me dis, OK, d'accord, non, il faut s'intéresser vraiment à ces outils-là. Ça va changer la consommation de l'information et donc les business models économiques des médias. Et ça change votre manière de produire justement cette information du coup ? Ça change un peu ça change la façon de produire. Dès le départ, y a cette idée de OK,
Typiquement pour l'écriture des définitions, par exemple, ce genre de choses, la mise en contexte de nos exemples et d'aller chercher du parascolaire, on peut l'utiliser, ça fonctionne bien. Ouais. À cette époque-là, on n'est pas du tout sur l'écriture d'articles, etc., parce que les outils sont pas assez performants. Mais en fait, ça a progressé petit à petit, où la définition est devenue un paragraphe qui est devenu un premier jet, etc., etc. Et quand vous êtes confronté à ça, finalement, est-ce que vous avez des choix un peu de réorientation budgétaire ou RH vis-à-vis de ces outils-là au sein de la rédaction ? On n'a pas de réorientation RH, mais comme responsable éditorial, je m'occupais du budget et je l'ai plutôt réorienté vers de la pige reportage au lieu de l'illustration, justement. Si je suis très pragmatique, ça a fait perdre aux illustrateurs des commandes qu'on faisait et ça a fait gagner à des journalistes des piges qu'on n'avait pas le budget de commander. Et en quoi une pige, peut-être qu'à l'époque c'était plus évident, mais elle peut être meilleure qu'un contenu généré. C'est quoi les différences ? Ça va être des angles plus originaux ? Ça va être des informations plus précises, quoi ? Et on va en parler, mais pour ça que les journalistes peuvent pas être remplacés, à mon avis, quand ils font vraiment du journalisme, c'est que une IA peut pas aller sur le terrain, une IA peut pas interroger un économiste ou quelqu'un, ne peut pas faire un reportage, tous ces aspects-là, et faire du journalisme de qualité. Une IA ne peut pas le faire. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai sur certains aspects, sur de la synthèse, etc. Mais en tout cas, sur du journalisme original et tout ça, l'IA en était incapable, et tant mieux. Et donc, c'est pour ça que c'était très important de justement renforcer notre journalisme. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris le magazine et on s'est dit, on a fait une sorte d'audit IA de nos contenus. Ouais. En mode, ça, l'IA peut-elle le faire ? Est-ce qu'on doit changer ou pas tel type de rubrique ? Et on s'est vite rendu compte que, ok, les petites définitions, peut-être qu'il y avait danger à court terme, mais que les reportages, il n'y avait aucun danger et que c'était plutôt des choses qu'on devait renforcer. Et à travers cet audit contenu, c'était aussi un peu votre audit métier, finalement. Exactement. C'est la même chose, c'est la même face. C'est cette idée de se dire, ok, il y a une machine maintenant, elle fait ça. A priori, elle va pas revenir en arrière, et on voit que les progrès exponentiels sont faits depuis 3 ans. Donc, face à ça, comment je me positionne et quelles sont les compétences qu'elle aura jamais ou qu'elle aura pas. Enfin voilà. Oui, et du coup, où est ma valeur ajoutée ? Exactement. Et si je vous pose la question un peu abruptement, mais aujourd'hui, c'est quoi la valeur ajoutée d'un journaliste dans la création de contenu pour son média ? Il y a plusieurs choses. Il y a les idées peuvent être assistées par IA, mais qui tranche, qui fait quoi, c'est toujours un journaliste. Donc la partie idéation, les choix, de quoi on parle, les questions évidemment de ligne éditoriale. Donc tout ça, c'est entièrement humain. Il y a l'incarnation aussi. Il y a plein de journalistes qui incarnent leur métier. De fait, une IA ne peut pas le faire. Il y a la question, pour moi, qui est capitale, qui est la question de la responsabilité. Quelle que soit notre utilisation de l'IA dans la phase de recherche, etc. Une fois qu'il y a un article qui est publié ou un reportage qui est diffusé à la radio, la responsabilité, c'est celle du journaliste et du média. Et ça ne changera jamais. Ok. Et donc là, aujourd'hui, en tant que journaliste, en tant qu'éditeur, alors vous éditez notamment une newsletter pour le média pour lequel vous travaillez, qui a plusieurs millions d'abonnés, donc responsabilité de contenu importante. Comment vous utilisez du coup l'IA de manière concrète ? Ça vous sert à quoi dans votre quotidien ? Aujourd'hui, l'IA, c'est un collègue, en fait. C'est une forme de collègue que j'utilise à différentes étapes de la production. Ça va être, pour ceux qui connaissent un petit peu la recherche approfondie, donc la phase documentaire, vraiment qui va me fournir en parallèle de Google et des recherches classiques, mais une synthèse de dossiers comme aurait pu le faire un documentaliste il y a quelques années dans une rédaction. Puis après, ça peut aller jusqu'à la déclinaison de premier jet à partir de ça. Notamment, c'est très fort par rapport à si on prend une interview, qu'on a fait une interview, la phase de retranscription et de synthèse, c'est des outils qui sont extrêmement efficaces. Et puis, il y a un autre aspect de mon travail où c'est très utile, c'est que moi, j'écris des newsletters sur différentes tranches d'âge. Les 18-25 jusqu'aux retraités. Et c'est très bon pour décliner un texte qu'on a produit de base et le transmettre à différents publics. Ah oui, sur une même thématique. Sur une même thématique. Vous produisez un contenu qui est adapté à chaque tranche d'âge. Exactement. Très concrètement, les enjeux sur la déclaration d'impôt.
Ouais. ne sont pas les mêmes pour les 35-55 ans que pour les 18-25 ans ou pour les retraités. Ouais. Et il y a justement dans le texte, elle va changer les bons exemples. Pour les loisirs, pour les retraités, elle va plutôt mettre le jardinage, par exemple. Ouais. Et pour les 25-35 ans, ça va être plutôt les enjeux de la création familiale. Bien sûr. Ça vous donne du temps en plus. Et comment on le réinvestit intelligemment, ce temps, quand on est journaliste? Globalement, quand on est journaliste, comment dire, le temps gagné, on le réinvestit très facilement. On a plein d'idées parce que on était déjà à la bourre sur tout, donc du coup, ça permet d'avancer sur sa liste de tâches. Nous, ce que ça nous a permis là, c'est de mieux travailler ces déclinaisons. Là où on envoyait une seule version, par exemple, ben on peut prendre le temps d'en envoyer 5 plus personnalisées. Donc c'est déjà un élément où on peut réinvestir du temps. Finalement, ça enrichit vos contenus et la proposition que vous faites à vos audiences. Exactement. Parfois, il y a la promesse de oui, ça va vous libérer du temps, vous allez travailler moins. Moi, je crois pas trop à ce discours-là parce que c'est vite réinvesti dans le travail. Oui, et puis il y a quelques études qui montrent qu'au contraire, ça pousse à faire plus. Et du coup, c'est possiblement pas quelque chose qui libère beaucoup. Et alors, si on rentre dans le concret, parce que les auditeurs, ils aiment bien savoir un petit peu, c'est quoi les outils que vous utilisez? C'est les outils entre guillemets de grand public? Vous avez des outils exactement. spécialisés? Il n'y a pas d'outils professionnels au sens des trucs que personne connaîtrait. Juste, j'utilise un peu de ChatGPT, de plus en plus Claude d'Anthropic, qui est vraiment très très bon et qui a une fonction qui s'appelle Cowork aujourd'hui, où on installe l'application sur son ordinateur et qui peut travailler un peu en mode projet, où on dit bah vas-y, fais ça, fais-moi un premier jet, fais-moi la vérification et reviens me parler dans 20 minutes quand t'as fini de travailler. Donc ça, c'est extrêmement utile. Mais d'ailleurs, ça réorganise aussi ma journée de travail. C'est que parfois, je sais que juste avant d'aller manger, vous lancez une séquence. Exactement. Je lui lance une séquence et je sais qu'à mon retour de déj, il aura travaillé pour moi en mon absence. Et après, pour les images, j'utilise Midjourney ou ChatGPT ou Nano Banana, qui sont vraiment les grands outils grand public. C'est l'avantage de ces grands outils, ce qu'on appelle les LLM, les modèles de langage, les larges modèles de langage, c'est que ils servent à tout. Et donc, une bonne maîtrise de ChatGPT ou de Claude aujourd'hui peut tout faire, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller vers 36 outils spécialisés. Et finalement, aujourd'hui, plus vous mettez les mains dedans, plus vous devenez fort dans la compréhension des outils. Est-ce que vous en faites aussi un sujet éditorial? C'est le truc quand on est journaliste, et ce qui fait qu'on décroche jamais de ce métier, c'est que toute chose qui se passe dans notre vie devient aussi un sujet éditorial. Et dans mon média précédent, on s'adressait aux 18-25 ans. L'IA est devenue immédiatement un sujet éditorial majeur parce que l'impact sur l'enseignement, sur l'orientation, on le voit sur les filières, sur le chômage, tout ce qu'on veut. Même si ça va pas remplacer tous les emplois, mais en tout cas, le fait qu'il y ait une question qui se pose est immédiate. Donc évidemment, c'est un sujet éditorial. Et d'ailleurs, du coup, ça met beaucoup d'IA dans la journée quand c'est à la fois un outil professionnel et à la fois un sujet éditorial. Et dans les grandes tendances du moment, est-ce que vous avez trouvé des usages qui concernent le vibe coding, c'est-à-dire le fait de produire des outils un peu plus poussés et avec facilité pour des profils plus fonctionnels que techniques et du coup à proposer des fonctionnalités supplémentaires à votre audience? Hier, j'avais une réunion avec les développeurs parce que j'ai développé un truc de mon côté dans mon média qui plaira sans doute à tous les journalistes qui nous écoutent. C'est que j'ai automatisé l'intégration dans le CMS de mes textes. Tous les liens enrichis, les vidéos, etc. J'en avais marre de gagner du temps avec de l'IA pour me retrouver bloqué dans un CMS à faire ajouter ce lien, aller dans la liste des contenus, etc. Et donc typiquement, j'ai automatisé ça grâce à l'IA et en un bouton, je fais mon copier-coller et j'ai déjà tout l'article enrichi dans le CMS. Et donc à partir de là, je perds pas de temps sur des trucs vraiment débiles de routine d'aller. Et ça, vous l'avez fait comment? Avec quel outil? Avec Claude. Avec Claude aussi. Vous lui avez demandé finalement de vous créer un outil supplémentaire? Oui, en l'occurrence, une sorte d'extension dans mon navigateur internet. Mais vraiment, je suis parti en mode, ok, j'en ai marre de cette tâche-là.
comment faire pour m'en sortir. Et c'est lui qui m'a proposé la solution. Et ensuite, on a travaillé ensemble. Ça s'est pas fait de suite. C'était une bonne après-midi de travail. Mais dans l'année, ça va me faire gagner un temps fou, quoi. Ça, au départ, je perds 3 heures. Et dans l'année, j'en gagne 100. Et vous me parliez également, en préparant cette émission, de petits calculateurs ou petits simulateurs qui pourraient venir enrichir des contenus éditoriaux quand on parle justement d'impôts, quand on parle de taxation. On a des petites choses sur effectivement calculer le crédit immobilier, combien ça vous coûte et tout, que certains sites institutionnels ont, mais que on renvoyait vers ces sites-là parce qu'on justement les développeurs en interne n'avaient pas forcément le temps de cerveau disponible pour pouvoir faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, on le fait presque dans notre coin, on valide avec eux et en 3 quarts d'heure c'est fait. On peut enrichir, faire des outils interactifs, etc. Là, on va beaucoup travailler dans l'année à venir sur justement comment passer un cap en termes de distribution de l'info, d'avoir des trucs où typiquement pour les impôts, vous allez avoir un petit questionnaire au départ, est-ce que vous êtes célibataire, en couple, avec enfants, etc. Et voir tout ce qu'on peut vous conseiller. Voilà, c'est ça, typiquement vous pouvez le faire avec le vibe coding, justement. En tout cas, on va y travailler. Je suis sûr que c'est possible. Et c'est ce genre de projet qui aujourd'hui est intéressant, je trouve, dans les rédacs, c'est qu'il y a plein de choses qui paraissaient impossibles pour des questions budgétaires, de temps, de services informatiques qui est débordé. Et aujourd'hui, les journalistes peuvent prendre du pouvoir sur ça et dire, ah bah tiens, dans mon article, il manque ça, il manque une infographie animée, un dessin, un simulateur, et faisons-le, quoi. Et toutes ces pratiques, vous les partagez sur votre compte LinkedIn, et puis via une newsletter. Il y a le feu, une newsletter LinkedIn qu'on va remettre en description de l'émission. Et puis tout d'un coup, ça génère de l'intérêt d'une école de journalisme qui vous propose finalement de venir former les étudiants journalistes à ces pratiques. Alors, comment ça se passe? Quelle est cette connexion déjà qui se fait? Quel type de formation vous avez mis sur pied avec cette école pour les étudiants? Pascal Guéné, le directeur de l'Institut pratique de journalisme, Dauphine, a immédiatement compris. Il fait partie de ces profils où il s'intéressait déjà à l'IA avant même ChatGPT et il comprend très vite quand ChatGPT sort que il va y avoir un impact, la preuve notre discussion aujourd'hui, mais sur le métier de journaliste. Et donc on est début 2023 là. Oui, c'est ça, on est dans l'année 2023 et il comprend de suite que c'est un enjeu majeur pour les étudiants qui vont arriver sur le marché du travail de au moins à cette époque-là avoir l'acculturation. C'est ça. Qu'est-ce que ça peut faire, etc. Avec toutes les limites de ces outils à cette époque-là, mais de travailler l'esprit critique aussi sur ces outils, ces objets, cette philosophie, etc. Et donc de suite, on a mis en place des projets. Moi, ce que je fais à l'école, c'est qu'on a 5 jours avec les options IA, où on a un jour de cours un peu masterclass, voilà qu'est-ce que ça fait, les principaux usages, comment les utilisent les médias. Une partie bac à sable, voilà, testons, rédiger des titres, des chapeaux, des premiers trucs, des infographies, analyser un tableur Excel, tout ce qu'on veut, tout ce type d'usage-là. Et ensuite, ils ont 3 jours en autonomie où je les supervise, où ils travaillent pour un média qu'on appelle Made IA, qui est sur l'IA et avec l'IA. Dont on mettra aussi le lien en description de l'émission. Ils font des sujets sur ce thème-là, parce que éditorialement c'est riche, on en a parlé. Il y a plein d'aspects dans la culture, etc., l'éducation. Et ils utilisent l'IA et ils font une sorte de petite boîte noire à la fin des articles en disant, voilà, j'ai utilisé l'IA comme ça, très concrètement, ce qu'on disait, et en disant, voilà, ça m'a fait gagner du temps sur ça, ou ça m'en a fait perdre sur ça, voilà ce que je vous recommande en termes d'utilisation, etc. Et comme ça enrichit la formation de tous quand ils vont regarder la production de leurs camarades. Et donc, vous en êtes à la 3e promotion, 2023 jusqu'à 2026. Qu'est-ce qui a évolué en 3 ans dans cette formation et comment ils abordent les outils IA de manière sûrement différente? La première année, en novembre 2023, on a 80% de la promo qui n'avait jamais ouvert ChatGPT. Ah oui. Donc on se rend pas compte avec le... en même temps, oui. Exactement, c'est ça. On se rend pas compte parce que ça va tellement vite et l'évolution on est dans nos vies et tout que il y a un moment où c'était pas là et où les gens. Donc c'était des profils qui étaient rentrés en école de journalisme sans que cette question n'existe et qui allaient se retrouver sur le marché du travail. Aujourd'hui, un jeune journaliste qui rentre en école de journalisme sait
que cette question-là existe et qu'il va falloir être formé ou avoir un regard critique, etc. sur cette technologie. Moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt une adaptation progressive avec des promos qui arrivaient et qu'ils l'avaient déjà eu dans la première partie de leur enseignement supérieur. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté le niveau de la formation petit à petit et les petits exercices du style réécrire un titre, un chapeau, etc. On les passe de plus en plus vite. Oui, c'est ça. Et on va vers des usages plus avancés, du data journalisme, un peu de vibe coding, etc., etc. Quand on a préparé cette émission, vous me disiez que de temps en temps, vous les poussiez à pas utiliser l'IA, à comprendre qu'ils pouvaient ne pas utiliser l'IA. C'est quoi finalement le curseur, l'indicateur qui fait que vous leur dites ça, c'est peut-être pas utile d'utiliser l'IA pour le faire? La question à 10 000 €. Pardon. On se pose tous les jours. Non, mais c'est une question qu'on se pose que je me pose aussi dans la vie de tous les jours. Oui, en termes d'hygiène personnelle, c'est ça? Exactement. Oui. C'est ce côté. En fait, ce qui est marrant quand on utilise beaucoup l'IA, c'est que à la fois il y a un côté magique et grisant. Vibe coder des applications, des petits trucs, et voir tout son texte se copier-coller en 2 secondes, là où on en a passé des journées. Ou quand j'ai commencé professionnellement, j'ai passé des journées à faire des sous-titrages de vidéos. C'est fini. Ça, c'est grisant, c'est incroyable, c'est magique, tout ce qu'on veut. Et je me sens pas du tout menacé professionnellement. C'est juste, c'était une tâche ultra relou et c'est bon, j'en suis débarrassé, donc trop bien. Et à la fois, c'est responsable de mes premiers cheveux blancs. C'est que parfois, ça rend fou l'IA. Donc, il y a toujours ce truc. Et c'est très difficile de donner des conseils. C'est plus, soyez curieux. Ayez un regard positif au départ dans l'utilisation. Parce que parfois, ce que des études ont montré notamment, c'est que si on part avec un a priori négatif et qu'on y va avec de la mauvaise foi, les résultats sont mauvais. On ouvre un peu les perspectives. Comment vous envisagez finalement le futur du métier de journaliste aujourd'hui depuis vos 2 postes d'observation? Moi, je crois pas du tout au discours sur le grand emplacement de l'emploi. Ce fait que tous les journalistes vont disparaître, remplacés par des IA qui feraient mieux les travaux et tout. J'y crois pas du tout. Il y a un post LinkedIn qui a été publié la semaine dernière, j'ai plus le nom de la personne, mais qui était super intéressant, qui dit... En fait, l'IA va dévoiler qui fait vraiment du journalisme. Et ce qu'on disait, c'est que le bâtonnage de l'épêche, sans doute que l'IA le fera très bien, mais le reportage, l'enquête, avoir un carnet de sources, avoir gagné la confiance de gens pour qui nous parlent, etc. Ces compétences-là, elles sont fondamentalement humaines et elles existeront toujours. Donc pour moi, c'est un outil qui doit pousser à l'excellence. Et ça va potentiellement rebattre un peu les cartes de l'économie des médias finalement aussi. Moi, la plus grande inquiétude que j'ai, c'est pas sur le remplacement en tant que tel, c'est sur la pression économique que ça va imposer aux médias, notamment ceux qui sont sur un modèle publicitaire dépendant de Google. On voit bien que la presse technologique américaine, notamment, fait moins 70, moins 80 parfois, pour des gros titres connus, de bonne qualité, The Verge par exemple, etc. Et qui du coup sont obligés de licencier des journalistes, pas parce que les IA sont meilleures, mais parce qu'elles ont plus les recettes économiques pour les payer. Ça, c'est mon inquiétude première. Ce qui se passe dans le groupe Infopro Digital ou les conflits sociaux à l'équipe, c'est pas la faute de l'IA en soi. C'est la faute d'un manque de dialogue entre une direction et des salariés. Est-ce que, d'un autre côté, vous voyez des métiers liés à l'IA qui émergent dans les rédactions, des sortes de référents IA ou des journalistes augmentés qui vont venir particulièrement aider la rédaction? Est-ce que il y a des nouveaux métiers qui émergent finalement, ou des nouvelles façons d'envisager le métier qui émergent? Je crois plutôt dans la masse la masse des journalistes qui aura plus d'outils à sa disposition et plus de capacités et de gains de productivité que plutôt de nouveaux métiers en tant que tels. J'allais vous faire conclure sur votre conseil à un rédacteur en chef qui veut un peu faire transformer sa rédaction, mais en fait vous avez déjà répondu en disant tout ça. C'est l'heure de conclure tout simplement. Clément, merci beaucoup pour tout ce partage sur votre manière d'utiliser l'IA et de l'enseigner pour le journalisme. Merci beaucoup. Merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. N'hésitez pas à partager Parlez-moi d'IA autour de vous. Tiens, pourquoi pas faire une recommandation là tout de suite, là maintenant, en l'envoyant à un ami. C'est notre meilleure récompense et ça nous permet d'aller plus loin. N'hésitez pas aussi à commenter sur Apple Podcasts, Spotify ou LinkedIn. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.